Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous demander un petit peu d'attention. On va commencer le conseil de quartier. Donc tout d'abord, bienvenue à chacun et chacune à ce conseil de quartier. Donc on va animer ce conseil de quartier. Donc je suis Bertie Libaud et je suis accompagnée de Gwenaëlle Pouvaré. Et donc on travaille pour la mission démocratie permanente à la ville de Bordeaux. Donc, bonjour à tous. Donc, on est ensemble à peu près jusqu'à 20h30 pour les présentations et après il y aura un petit temps de convivialité. Et pour commencer, donc, on aura donc la chance d'avoir un mot de bienvenue donc, de Monsieur le maire de quartier. Et ensuite, on passera donc à une présentation donc, du budget. Il y aura ensuite un petit temps d'échange de questions-réponses. Et on passera donc au thème de la culture, celui que vous avez choisi, qui sera ponctué également par un temps d'échange. Et il y aura un petit mot de la fin. Voilà. Donc pour commencer, déjà, une petite question à main levée, s'il vous plaît. Qui a déjà participé à un conseil de quartier? Ouh, super. Pour qui c'est la première fois également? Une première. Bon, ben super. Ben merci beaucoup. Donc une deuxième question à laquelle vous avez très certainement l'habitude de répondre pour tous ceux qui viennent depuis plus d'une fois au conseil de quartier. Est-ce que vous venez plutôt du secteur des Chartrons? Très bien, merci et bienvenue. Qui vient du quartier du Grand Parc? Merci, bienvenue. On peut être les deux si vous le souhaitez. Et qui vient du quartier du Jardin Public? Ok, il y a 3 mains qui se lèvent. Merci à vous tous. Une petite information, sur vos tables, vous devez trouver des fiches d'évaluation. Donc n'hésitez pas à les remplir le long du conseil et puis les laisser sur les tables à la fin. Ça nous sert à nous améliorer et voilà, à réfléchir au format des conseils de quartier pour qu'il soit le plus adapté et adapté à vos besoins. Vous avez également des fiches contacts. Donc, si vous pensez que vous n'avez pas pu poser votre question, qui n'est pas dans les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, n'hésitez pas à remplir ces fiches contacts qui seront transmises à la mairie de quartier et qui pourra donc vous apporter une réponse. Et donc pour les primos, ceux qui commencent, c'est leur première soirée donc dans un conseil de quartier. Petite précision, donc il est filmé. Vous pourrez retrouver donc la retranscription sur bordeaux.fr. Et on vous remercie de vous inscrire car ça permet justement de vous accueillir au mieux, de pouvoir installer les tables et de préparer ensuite ce petit temps convivial. Voilà. Pour faciliter les échanges, donc quelques petits points pour que ça fonctionne bien. Bien sûr, on s'écoute, on peut ne pas être d'accord, mais ça, c'est pas grave. On a droit donc de s'exprimer. On ne se coupe pas la parole. Nous, on fera donc l'effort vraiment de faire une forme de parité, c'est-à-dire une question posée par un homme et une question posée par une femme. Donc n'hésitez pas à lever la main. Il y aura plusieurs tours de questions, donc tout le monde normalement pourra prendre la parole dans la soirée. On vous demande juste par contre de poser une question à la fois, comme j'ai dit, donc il y aura plusieurs tours, et voilà, et de faire court pour que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà. Merci. Pierre Urmic viendra un peu plus tard dans la soirée. Donc, on va laisser tout de suite la parole à Monsieur Blanc, maire adjoint du quartier Chartrons-Grand Parc Jardin Public, pour introduire ce conseil de quartier. Donc, c'est bon comme ça? Merci beaucoup. Bonsoir à vous toutes et tous, mesdames et messieurs. Très heureux en tout cas de vous accueillir dans cette halle de Chartrons pour le conseil de quartier traditionnel de la halle des Chartrons du printemps, même si le temps aujourd'hui correspond plutôt à celui d'un été trop chaud, mais nous sommes encore pour les conseils de quartier de printemps. Pour ma part, d'abord je dois excuser Pierre Urmic, car je crois qu'il doit venir un peu plus tard, mais il a été retenu par des impératifs majeurs, malheureusement, à la mairie. C'est des choses qui arrivent régulièrement. Et je vous prie d'excuser en tout cas son retard, car j'espère qu'il aura l'occasion d'échanger avec vous un peu plus tard dans la soirée. Moi, je ferai une présentation très factuelle de ce qui se passe au niveau de la mairie de quartier. Je ne vais pas vous faire de très grands discours. Je vais vous expliquer ce que nous essayons de faire à votre service pour vous simplifier la vie quotidienne, ce que nous essayons de faire au niveau de la vie de quartier.
Pour ma part, et c'est mon rôle, c'est d'encourager les échanges de proximité, d'être au plus près des habitants de ce quartier pour essayer de répondre effectivement à vos attentes. Pour cela, en 2024, voilà l'ensemble des réunions que nous avons organisées au niveau de la mairie de quartier pour à la fois, en ce qui concerne les riverains, en ce qui concerne les commerçants, en ce qui concerne les acteurs associatifs et culturels de ce quartier, vous proposer un certain nombre d'animations et un certain nombre de réalisations et répondre du mieux possible à vos attentes. Donc voilà l'ensemble des rencontres que nous avons organisées, auxquelles j'ai pu vous rencontrer lors de l'année dernière, en 2024. Ensuite, j'organise tous les jeudis, et puis quand vous voulez sur rendez-vous, j'organise effectivement, au niveau de ma permanence de la mairie de quartier du Grand Parc, j'organise un certain nombre de rencontres, un certain nombre de visites. Si vous voulez me rencontrer pour une question concernant votre environnement, concernant votre rue, vous pouvez effectivement me rencontrer. Je fais des permanences tous les jeudis soirs à partir de 17h, mais quand vous souhaitez, on peut convenir de rendez-vous pour que nous puissions nous rencontrer. Là, j'essaye de répondre à toutes vos demandes individuelles particulières, présenter des projets associatifs, sportifs ou culturels. Si vous avez des projets pour votre quartier, vous pouvez venir me rencontrer. On peut trouver des solutions pour leur réalisation. Toutes les questions concernant les aménagements et travaux de voirie et bien évidemment toutes les questions de proximité de vivre ensemble. Alors la liste là est longue comme le bras, hein. C'est tout ce qui fait le charme et les désagréments de notre vie quotidienne. Ça passe par toutes les questions que vous connaissez et pour lesquelles nous sommes, en tout cas la mairie de quartier, très régulièrement sollicités. Ensuite, très concrètement, comme vous le savez, dans ce quartier, il se passe quand même beaucoup de choses. Et pour vous donner rendez-vous sur des prochaines réunions de présentation de projets structurants du quartier à venir. Nous vous proposons en tout cas un diagnostic partagé sur la rue Frères le 24 juin. Ça, c'est une démarche innovante que nous souhaitons mettre en place avec les riverains de la rue Frères et de toutes les rues alentours pour un échange sur cette rue, sur son devenir, et comment on peut l'aménager en réponse aux attentes des habitants de la rue et des rues alentours. Ensuite, une réunion importante pour l'ensemble des habitants du Grand Parc notamment, mais pour nous tous qui habitons ce quartier, le 3 juillet prochain, où à la mairie de quartier du Grand Parc, nous organiserons une réunion de présentation de la réhabilitation en cours du centre d'animation, dit l'Escargot, pour ceux qui le connaissent. On va entamer une large phase, on va en parler tout à l'heure, mais une large phase de réhabilitation, requalification de ce bâtiment emblématique du quartier du Grand Parc. Une présentation du projet Méolia rue Paveille, dont les travaux vont commencer en septembre prochain, et surtout, une première présentation, un premier temps d'échange sur la réhabilitation, la réorganisation du centre commercial du Grand Parc. Vous savez que c'est un centre qui est aujourd'hui plutôt dégradé, sur lequel nous voulons entamer des échanges participatifs avec les riverains pour définir ensemble un nouveau centre commercial du Grand Parc. Et ça sera une réunion importante, puisqu'on vous présentera ce que nous allons faire dans un premier temps au niveau de ce centre commercial tel qu'il existe aujourd'hui, pour le rendre plus attrayant et plus agréable pour l'ensemble des riverains, mais aussi définir ensemble une démarche participative et collective de négociation et de discussion pour définir ensemble un nouveau centre commercial qui sera pérenne et qui répondra aux attentes de la population actuelle et de la population future du Grand Parc. Et puis, et ça c'est quelque chose dont je crois on peut être très fier, c'est une réunion de travail sur une charte de bon fonctionnement de la place du marché des Chartrons. C'est quelque chose de nouveau, c'est la première fois que nous faisons quelque chose comme cela. Nous proposons, avec un groupe de représentants des riverains, des commerçants, des associations de la place des Chartrons, un temps de travail pour définir ensemble une charte de bon fonctionnement de la vie ensemble au niveau de cette place.
pour à la fois permettre aux riverains de vivre dans des bonnes conditions et normales de tranquillité et éviter toute incivilité, que les commerçants également puissent exercer leur métier dans les meilleures conditions et pour qu'il y ait une parfaite harmonie, si je veux dire, entre des intérêts qui parfois peuvent être contradictoires, entre ceux de riverains qui sont parfois gênés par des débordements et ceux des commerçants. Nous voulons donc engager par rapport à cela une démarche nouvelle par rapport à pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par cette démarche peuvent s'inscrire à cette phase de concertation et les candidatures seront reçues jusqu'au vendredi 13 juin. Vous pouvez vous inscrire sur Internet, sur le site de la ville, pour participer à ce temps d'échange qui, on l'espère en tout cas, permettra d'arriver à un bon résultat pour cette place. Je ne vous cache pas que nous avons effectivement un certain nombre parfois de critiques ou de plaintes concernant des incivilités, concernant le bruit au niveau de cette place, de la part d'un certain nombre de riverains que l'on veut entendre. C'est la raison pour laquelle on espère arriver comme ça à ce qu'une charte puisse être rédigée en accord avec les professionnels et les habitants du quartier pour que ce quartier puisse se développer dans toute sa tranquillité et dans toute sa qualité de vie auquel je crois il a droit, et l'environnement dans lequel nous vivons nous y incite et nous y conduit. Ensuite, là aussi on reviendra là-dessus, les événements dans le quartier à venir. Il y aura la fête de la musique des enfants au Parc Rivière le 22 juin, qui sera un événement majeur, me semble-t-il. C'est la première fois, je crois, que nous faisons ce type. Je me tourne vers Dimitri, il vous en parlera tout à l'heure, mais c'est la première fois, effectivement, que nous faisons ce type de manifestation dans le quartier. Le concert de l'Orchestre d'harmonie de Bordeaux, toujours au Parc Rivière, et là, ça sera également le 22 juin. Un rendez-vous qui devient maintenant un rendez-vous majeur du quartier, culturel et festif, c'est un été au Grand Parc qui se déroulera du 2 au 18 juillet. C'est tous les soirs, les mercredis, jeudis, vendredis, des concerts, des animations entièrement gratuites et de qualité, auxquelles participent l'ensemble des habitants à la fois du quartier des Chartrons et du quartier du Grand Parc. C'est l'occasion effectivement de se retrouver à cette occasion dans cette belle manifestation. Et puis j'insiste toujours là-dessus parce que nous avons depuis 2 ans maintenant le bal des pompiers quai des Chartrons pour le 14 juillet, cette année ça sera le 12 juillet, qui se tiendra sur les quais, qui est animé par le SDIS de Bruges. C'est tous les ans une très belle manifestation dans la tradition des bals des pompiers des 14 juillet et c'est, encore une fois, un temps de rencontre et un temps festif et d'échange particulièrement apprécié et particulièrement important pour la vie de notre quartier. Voilà, je voulais vous faire cette présentation très rapide. Bien sûr, ensuite, il y aura un temps d'échange, de questions. Nous répondrons à toutes les questions que vous nous proposez. Nous allons avoir, si vous en êtes d'accord, un temps de présentation du budget que Claudine Bichet, que je remercie de sa présence, qui est première adjointe en charge des finances, va vous faire. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Parce qu'aujourd'hui, et vous le savez malheureusement dans le contexte difficile que nous connaissons, contexte économique, financier et social un peu difficile que nous connaissons, il nous semblait important de vous communiquer l'ensemble de la réalité budgétaire de la ville et de vous présenter directement les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous tous finalement, pour la gestion de notre ville. Et dans le deuxième temps, avec Dimitri Bouteleux, qui est adjoint au maire en charge de la culture, nous évoquerons la culture dans notre quartier, la culture à Bordeaux d'une façon générale, mais aussi dans notre quartier. J'en profite pour remercier vraiment très chaleureusement des acteurs culturels majeurs de ce quartier, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, de ce quartier et de cette halle des Chartrons, souligner le très beau succès du marché de la poésie cette année qui a été vraiment une manifestation tout à fait remarquable. Merci beaucoup Jean-Paul et à toutes tes partenaires, voilà, on peut dire les choses comme ça, ça a été vraiment une très très belle réussite. Deuxième manifestation que je tiens à souligner, je suis très content parce que j'ai fait en sorte de l'appuyer et de l'encourager. C'était la musique au balcon, je crois, qui s'est tenue il y a quelques semaines, qui était un vrai succès au niveau de cette place des Chartrons, qui montre qu'un certain nombre d'initiatives
des riverains, des initiatives culturelles permettent effectivement de trouver un vrai succès et permettent petit à petit de trouver leur public dans cette halle des Chartrons qui petit à petit trouve également sa vocation culturelle, et ça sera l'occasion avec Dimitri d'en parler tout à l'heure. Voilà, juste ces quelques mots d'introduction, je n'en dirai pas plus. Je laisse bien volontiers la parole à toi, Claudine, pour la présentation du budget. Merci beaucoup, Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Ah oui, du coup, il faut trouver la bonne place où je ne suis pas aveuglée. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Effectivement, nous avons proposé cette idée de présenter les finances de la ville de Bordeaux. Déjà pour avoir ce temps de partage d'une information qui finalement est souvent quand même assez peu communiquer dans son ensemble avec tous les éléments explicatifs qui vont bien. Donc, je vais faire un effort de pédagogie. Vous n'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions si jamais c'était pas clair pour vous. L'idée, c'est vraiment qu'à la fin, tout le monde ressorte en ayant appris des choses. L'idée, c'était aussi effectivement de montrer que dans un contexte contraint, on doit faire des choix, mais le côté positif de ça, c'est que du coup, les choix obligent aussi à mettre en exergue les priorités, et du coup, à travers notre gestion budgétaire, vous allez aussi pouvoir voir l'ensemble des choix que nous avons pu appliquer depuis le début de ce mandat et les priorités que nous avons choisi de financer dans ce contexte. Donc voilà, donc on va faire à deux voix. Ah oui, alors du coup, je sais pas où me mettre. En fait, je vais me mettre là, ouais, pour pas masquer. Donc, on va essayer de faire ça de la manière la plus interactive possible pour pas vous endormir avec des chiffres soporifiques. On a quelques petites questions pour entrer en matière. Donc, première question, selon vous, à combien s'élève le budget de la ville de Bordeaux en 2025 ? Je vais vous proposer de répondre à main levée aux différentes réponses. Donc, est-ce que selon vous, c'est 100 millions d'euros ? 200 millions d'euros et 300 millions d'euros. Alors, on n'a aucune main de s'élever. Il faut répondre. Hein, n'hésitez pas. Mince, 100 millions d'euros, pardon, merci Guillaume. 350 millions d'euros. Voilà, des mains se lèvent maintenant. Et la dernière réponse, 630 millions d'euros. Merci à vous. Ok, bon, vous êtes majoritairement proche du bon résultat puisque le budget 2025 de la ville de Bordeaux s'élève à 636 millions d'euros pour être précise, soit ramené par habitant un montant de 2400 euros par habitant. Et ce budget répond à deux impératifs, financer les investissements et financer l'ensemble des services publics fournis par la ville de Bordeaux. On a une deuxième question. Oui, alors là, elle est un petit peu plus difficile. Donc, quelle est la différence entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement ? On vous laisse quelques minutes si vous voulez discuter donc avec les personnes qui sont à la même table que vous. Et si après, il y a un volontaire pour répondre, ce serait super. Donc, je vous laisse échanger quelques minutes. C'est pas grave si c'est pas totalement juste. Oui, alors, est-ce qu'il y a une personne qui souhaite justement répondre ? Oui, Madame a l'air... Ah, pardon, oui. Ah, ok. Alors, je dirais que le budget de fonctionnement, c'est le quotidien, tout ce qui impute à la mairie. Et l'investissement, c'est les projets. Le budget qui correspond aux projets éventuels. Et voilà. C'est ça ? Les deux réponses sont presque bonnes, mais donc je vais préciser. Alors, bon, j'espère que vous voyez ce tableau. L'idée, c'est certainement pas qu'il vous fasse peur. Le fonctionnement, c'est tout ce qu'il y a en haut du tableau. Et effectivement, vous avez raison, ce sont toutes les dépenses courantes de la ville. Donc, on retrouve dedans les salaires, l'ensemble des dépenses, subventions, aux associations, les fluides, tout ce qui permet de faire fonctionner l'ensemble des services publics au quotidien.
Et l'investissement, qui est la section du bas, je reviendrai après un peu plus dans le détail, c'est l'investissement, c'est ce qui procure un bien durable. C'est la même chose pour un foyer. Le fonctionnement, c'est ce qui permet d'assurer le bon fonctionnement du loyer. J'ai des rentrées d'argent, j'ai des sorties, il faut à peu près que ça s'équilibre. Idéalement, génère un peu d'épargne tous les mois, ce qui me permet soit de mettre de côté, soit de pouvoir rembourser un emprunt. Et ensuite, la partie investissement, c'est ce que justement on va pouvoir financer donc un achat d'une maison, d'un appartement sur le long terme, qui est un bien durable qui rentre dans le patrimoine du foyer, ici dans le patrimoine de la ville, et qui est donc financé en partie par l'épargne que j'ai générée au niveau de mon fonctionnement et en autre partie par l'emprunt, puisqu'on n'a jamais, on a rarement les moyens de pouvoir tout financer uniquement avec son épargne. Donc voilà la distinction. La partie fonctionnement, qui est donc en haut, vous avez, donc, je l'ai dit, les charges, les subventions, l'ensemble des charges à caractère général. En face de ça, on a toutes les recettes habituelles d'une ville, qui sont la fiscalité principalement, des dotations d'État et d'autres recettes qui sont notamment ce que l'on facture aux usagers, le stationnement, la partie du prix de la pause méridienne pour les enfants qui vont à la cantine. C'est tout ça qui constitue les recettes de fonctionnement. Le delta, c'est ce qui est en violet, donc c'est mon épargne brute, ce que j'arrive à économiser tous les mois, tous les ans. Cette épargne brute, du coup, devient une recette sur la partie investissement. Et la partie investissement est complétée par des emprunts, le tout me permettant de financer mon programme d'équipement et donc l'ensemble de mes investissements qui constituent le patrimoine de la ville. Une troisième question. Selon vous, est-ce que le budget municipal peut-il être voté en déséquilibre? Je vous laisse échanger aussi avec vos voisins et puis levez la main si vous souhaitez répondre. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui, j'ai entendu un non tout à l'heure. Oui. C'est non. On a eu une réponse par là qui est non. Okay. Alors, effectivement, vous avez raison. C'est les deux sections que je vous ai montrées juste avant doivent s'équilibrer. Donc, si on revient à la slide d'avant, la section fonctionnement doit avoir exactement autant de recettes que de dépenses. Et c'est la même chose sur la section investissement. Elles doivent totalement s'équilibrer. Néanmoins, une collectivité peut se trouver en situation de déficit. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que sur la partie investissement, j'ai une partie que je finance via mon épargne, donc ça c'est de l'argent sécurisé que j'ai, une autre partie par l'emprunt. Et comme n'importe quel foyer, entreprise et tout, si j'emprunte au-delà de ma capacité à pouvoir rembourser, je peux être en déficit. Donc, c'est quelque chose qui peut théoriquement arriver. Dans les faits, ça arrive extrêmement rarement. Pourquoi? Parce que les collectivités sont extrêmement suivies par des ratios qui permettent de surveiller que la collectivité a toujours les moyens de pouvoir rembourser ce qu'elle emprunte. Donc on a un ratio qu'on appelle la capacité de désendettement. Dit autrement, c'est le nombre d'années qu'il faudrait à la collectivité pour rembourser 100% de sa dette. C'est donc un ratio qui s'exprime en nombre d'années. Et c'est ça, le ratio qui est suivi, notamment par la Chambre régionale des comptes qui nous suit et qui permet de vérifier que la collectivité est bien en bon état financier et ne risque pas d'être en situation de déficit. Le nombre d'années où on commence à être vraiment en gros point de vigilance, c'est 12 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la ville, c'est 6 ans. Et 6 ans, c'est un ratio qui est très satisfaisant. Nous sommes tout à fait aujourd'hui en capacité de rembourser les emprunts que nous avons souscrits. Donc on n'a pas de risque ici, ville de Bordeaux. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Là, on vous a présenté les grands principes. Maintenant, je vais vous présenter un peu plus dans le détail l'ensemble des sections.
La section les recettes. Donc là, c'est les recettes tout confondues, qu'elles soient fonctionnement et investissement. Vous avez ce camembert qui vous représente d'où viennent nos principales recettes. La principale, le gros bloc bleu à droite, 55%, ce sont des recettes de la fiscalité. La fiscalité, aujourd'hui, c'est quasi exclusivement de la taxe foncière, puisque la taxe d'habitation a maintenant été supprimée. Et donc, c'est une grosse part de nos recettes donc, qui est assise sur la fiscalité, assise sur les personnes qui sont propriétaires de biens immobiliers. On a aussi dans ces recettes fiscales les droits de mutation, qui sont en fait une partie de ce qu'on paye quand on fait une transaction immobilière au notaire. Une partie de ces droits sont redirigés vers les collectivités, principalement le département, mais un peu aussi les communes. Donc on a aussi une partie de ces droits de mutation qui nous reviennent et qui sont d'ailleurs actuellement plutôt mis à mal, puisqu'on a un ralentissement, voire même une chute du marché de l'immobilier qui du coup vient directement impacter nos recettes. Dans les autres grandes recettes, donc on a l'emprunt, puisque là on est fonctionnement, investissement, tout confondu, à hauteur du coup on n'a pas la proportion, ça doit être à peu près à 20%. Et ensuite, on a des recettes tout en haut qui viennent des dotations d'État et tout, qui sont... Non, pardon, elles sont là en bas. Excusez-moi. 6% dotation d'État. Donc ça, c'est plutôt des recettes qui sont en train de fondre comme neige au soleil. Et un dernier point qui me semble important d'avoir en tête, c'est les recettes qui viennent des usagers. Donc, contrairement peut-être à une croyance que vous pourriez avoir, c'est une très très faible proportion de nos recettes. Ça représente seulement 8% de nos recettes totales. Et juste pour illustrer mon propos, déjà il y a plein de services publics que l'on ne fait pas forcément payer ou dont on fait payer qu'une toute petite partie. Je prends l'exemple de la pause méridienne, qui est la cantine, mais en fait, ce n'est pas que la cantine, c'est aussi la garde des enfants entre midi et 2, puisque c'est nous qui fournissons, qui rémunérons le personnel qui encadre les enfants. En moyenne, le coût supporté par la ville, c'est 70% du coût de ce que ça représente en totalité. Les familles ne payent que 20 à 30%. Donc c'est pour vous montrer que la plupart des services publics qui sont fournis sont quand même grandement financés par le reste, et du coup le prix refacturé aux usagers est faible en proportion. Alors là on a vu les recettes, maintenant on va parler un peu dépenses. Ici, alors pareil, c'est tout mélangé, fonctionnement, investissement. On a mis en exergue les grands postes de dépenses pour la ville de Bordeaux. Et si on prenait d'autres villes, sans doute, on aurait des similarités. Le premier gros poste de dépenses, c'est l'enfance et la jeunesse. Pourquoi ? Parce que les écoles, c'est une maternelle élémentaire, c'est une compétence obligatoire des villes, de fournir des équipements, les écoles, de les entretenir, de les rénover, de fournir l'ensemble du personnel, les ATSEM qui vont aussi contribuer au bon fonctionnement de l'école. On a bien sûr là-dedans aussi, on retrouve toutes les places en périscolaire, le mercredi, les vacances, tout le soutien à la jeunesse. Donc c'est notre plus gros budget. Et là, en euros par habitant, sur les 2400 euros, c'est 440 euros. Ensuite, le deuxième gros budget, c'est la culture. Donc Dimitri pourra vous illustrer ce gros poste de dépenses ensuite, je l'espère. Pourquoi la culture arrive en deuxième ? C'est que forcément, on a tous les établissements culturels de la ville. Le musée des Beaux-Arts, le CAPC qui est pas loin. On retrouve bien sûr aussi l'opéra. On a toutes ces structures qui, vous le comprenez bien, représentent des coûts à la fois en termes de patrimoine, de bâtiments et aussi de fonctionnement qui sont importants. Et puis on a aussi avec ça toutes les subventions au secteur culturel, donc tous les organismes culturels qui travaillent en collaboration avec la ville, qui permettent de fournir à nos enfants une culture artistique et culturelle via des parcours qu'on fait en collaboration avec les écoles de la ville. Donc c'est ce qu'il y a derrière ces montants-là. Ensuite arrive le budget petite enfance, qui est très important aussi. Vous vous doutez pourquoi ? Toutes les infrastructures de crèches, tout le financement des crèches, c'est ce qu'il y a derrière ce chiffre.
Ensuite, on retrouve la transition écologique. Donc, vous retrouvez là tous les investissements qui viennent contribuer à rénover notre patrimoine de manière performante, de manière à ce qu'on consomme moins en matière d'énergie. Tout ce qui nous permet aussi de produire des énergies renouvelables. Donc, la solarisation, la pose de photovoltaïque, le raccordement au réseau de chaleur, c'est ce qu'il y a dans ce budget. Ensuite, vous avez les sports, donc toutes les infrastructures sportives, les gymnases, le soutien aux clubs de sport pour que les cotisations des enfants soient à des prix abordables, c'est dans ce montant-là. Et ensuite, je ne vais pas tous vous les faire parce qu'il y en a encore pas mal qui sont beaucoup moins importants. Et là, ce que je vais peut-être juste souligner, si vous n'avez pas de questions à ce stade, vous serez peut-être surpris de voir qu'il y a des sujets sur lesquels finalement le financement de la ville est faible. Exemple, développement économique, c'est tout petit, pas 50 et quelques euros par rapport à enfance-jeunesse. Pourquoi ? C'est que, en fait, les collectivités, selon leur rang, n'interviennent pas toutes sur les mêmes sujets. Et heureusement, parce que sinon, ça serait la cacophonie, tout le monde, on ne serait pas du tout dans un système efficient. Donc, chaque collectivité a son champ d'intervention. Sur les aides économiques, c'est principalement la région. Si vous regardez le budget de la région, le premier gros tiret que vous verriez apparaître, c'est les soutiens aux acteurs économiques, parce que c'est son champ de compétences principal. Vous aurez aussi la métropole qui intervient sur ce volet-là. Sur le social, pareil, qui est important chez nous et on a considérablement augmenté ses moyens, il est finalement en proportion relativement faible. Si vous prenez le budget du département, social, c'est le premier budget. C'est parce qu'on se répartit les champs d'intervention pour ne pas se marcher sur les pieds et pour rester dans un système efficace, du moins d'autant qu'il puisse l'être. Voilà. Donc ça explique pourquoi ces montants-là sont plus faibles. Nous, on intervient à notre niveau, là où on peut intervenir et où on a le droit d'intervenir aussi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, avec toutes ces précisions, peut-être que cela va vous aider à répondre à cette question. Donc, selon vous, combien la ville a investi depuis le début du mandat, donc en 2020 ? Donc, à main levée, pour 100 millions d'euros. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est le budget d'investissement ? Non. 350 millions d'euros ? Oui. Et enfin, 630 millions d'euros ? Ah, d'accord. Donc, il y a entre les deux, peut-être. Il y a match. Oui. Il y a match. Alors, on est plutôt... Alors, attention, on est sur le mandat. Donc, depuis 2020... oui, c'était le tout premier slide. On donnait la répartition entre fonctionnement et investissement. Sur les 636 millions d'euros de budget total, on est environ à 440 millions d'euros de fonctionnement et le reste en investissement. Donc, depuis le début du mandat, en investissement, on voit bien qu'on est forcément au-delà des autres montants. On est à 630 millions d'euros depuis le début du mandat, qui est un montant très élevé. D'ailleurs, la ville de Bordeaux n'a jamais autant investi que depuis le début de ce mandat. On est sur un rythme à peu près 110 millions d'euros par an. Les mandats précédents, on était plutôt sur un rythme de 80-90 millions d'euros. On a clairement eu la volonté de renforcer l'investissement pour les 3 raisons qui sont mentionnées sur la diapositive. Première, c'est qu'on a un impératif d'adapter notre ville au changement climatique. Une ville comme Bordeaux, qui est une ville extrêmement minérale, avec le réchauffement climatique, deviendra une ville invivable si on ne fait rien. Il faut absolument trouver des manières de pouvoir rafraîchir la ville, de faire en sorte qu'on puisse encore vivre dans des conditions qui soient humainement acceptables. Et d'où tout ce plan de végétalisation, de renaturation, de désimperméabilisation, pour faire en sorte que tout ça puisse évoluer dans le temps. Aussi, tous les investissements sur l'énergie, dont j'ai parlé tout à l'heure, décarboner notre énergie qu'on utilise ici à la ville, c'est aussi un enjeu majeur, un enjeu bien sûr climatique, mais aussi un enjeu de résilience. C'est toute l'énergie dont on s'approvisionne via des énergies renouvelables qui par définition sont locales. C'est autant de choses qui nous mettent à l'abri de futurs chocs énergétiques comme on a pu le connaître récemment avec la guerre en Ukraine. Donc c'est aussi préparer une résilience pour demain, puisqu'on sait qu'il va y avoir pas mal de tensions dans les années à venir. Deuxième grand impératif, on est une ville en forte croissance démographique. La Gironde, c'est le premier département de France avec la plus forte croissance démographique.
donc ville de Bordeaux, on attire et on a aussi une forte croissance démographique. Derrière cette population qui augmente, vous imaginez bien qu'il faut produire des nouveaux équipements. On a des nouveaux quartiers qui sont en train de sortir de terre sur la rive droite et ainsi de suite. On ne peut pas avoir un nouveau quartier sans qu'il y ait une école, sans qu'il y ait un gymnase, sans qu'il y ait des salles pour les associations, sans qu'il y ait une crèche. Donc ça, c'est de fait, ça induit des investissements très importants. Et puis, on a la partie rénovation de notre patrimoine. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, une ville comme Bordeaux, c'est environ 500 bâtiments. C'est gigantesque. Dans ces bâtiments, vous imaginez bien qu'on n'a pas non, beaucoup de bâtiments nouvelle génération qui sont à énergie positive et tout. On a plutôt d'ailleurs hérité d'un patrimoine qui était en pas bon état. Donc, on rénove ce patrimoine pour que, bien sûr, il puisse continuer à fournir l'ensemble des services qu'il a à fournir dans le temps et à l'ensemble des habitants. Et là, c'est aussi un très, très gros budget. Il vous reste 2 ou 3 minutes pour finir la présentation. Ah oui, alors bon, du coup, je suis désolée si je déborde un peu. Si je suis trop longue, vous me... Je voudrais faire un zoom sur les investissements majeurs que l'on a dans le budget 2025 pour illustrer concrètement ce que je viens de dire. Le premier gros budget, j'en ai déjà parlé, je vais aller assez vite, c'est tout ce qui est végétalisation de la ville, réaménagement urbain, de manière à faire en sorte que notre ville soit agréable à vivre, soit aussi des lieux conviviaux où on restaure le lien entre les habitants. Deuxième gros budget, c'est les écoles, les crèches, donc toutes les infrastructures, 16 millions d'euros. Ensuite, on a la mise en accessibilité des bâtiments, qui est un très gros budget sur lequel, sur ce mandat, on aura fait un très gros effort de mise en accessibilité. Vous allez voir les chiffres après, je vais y revenir. On a tous les équipements sportifs, donc les piscines. On aura rénové toutes les piscines sur ce mandat, dont la piscine du Grand Parc, des nouveaux gymnases, des équipements culturels, la rénovation du MAD, du musée des arts décoratifs du design, la reconstruction de la bibliothèque Bacalan qui était plus du tout en état. Donc voilà pour vous donner l'efficacité énergétique dont j'ai déjà beaucoup parlé. Voilà un peu une illustration concrète de comment se ventilent nos investissements. Alors, on voulait, comme l'a dit Bernard en préambule, vous partager aussi ce à quoi on est confronté quand on gère un budget et ce à quoi on a été confronté depuis le début de ce mandat. De mémoire d'élus qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, puisque moi c'est mon premier mandat, c'est du jamais vu. On a enchaîné en fait les chocs financiers majeurs pour les collectivités et on a dû composer dans ce contexte. Donc je vais les énumérer brièvement. On est arrivé, il y avait le Covid qui a eu un impact de 20 millions d'euros pour la ville de Bordeaux. On a eu ensuite le choc énergétique lié suite à la guerre en Ukraine, 30 millions d'euros. Le choc inflationniste qui nous a tous percutés et nous aussi, ville bien sûr, 12 millions d'euros. Et là, la dernière en date, c'est que l'État veut nous faire porter une partie de son déficit. Voilà. Donc, on a dû composer avec l'ensemble de ces chocs qui représentent un total de 70 millions d'euros qui est venu nous impacter sur ce mandat. Je sais que vous voulez que j'aille vite, mais je suis désolée. Jusqu'à présent, j'ai pris le temps à chaque fois de faire ma présentation, donc je vais le faire. Et juste donc pour vous illustrer comment on fait dans ce contexte, d'une part, on cherche des pistes d'économie, et on en a fait et de nombreuses, et notamment sur le volet énergétique depuis le début du mandat. Et aussi, et on l'a fait une fois sur ce mandat parce que ça devenait vraiment très critique, on a augmenté le taux de la taxe foncière de 4,5% en 2023, parce que face au choc énergétique majeur que l'on a connu, ça devenait extrêmement compliqué de pouvoir garantir l'ensemble des services publics de la ville. Et donc, on a fait ce choix d'augmenter une fois sur ce mandat le taux de taxe foncière, dans des proportions qui sont, somme toute, très modérées par rapport à ce qu'on a vu dans d'autres villes. Alors, je vais terminer sur vous donner une illustration. Comme je l'ai dit en préambule, gérer un budget, c'est avant tout faire des choix. On a fait des choix, très clairement, depuis le début du mandat. Un certain nombre de services publics ont été fortement soutenus financièrement et donc dans leur réalisation. Les enfants, la jeunesse, plus 20% depuis le début du mandat d'augmentation du budget. Je vais revenir à des exemples plus concrets derrière, mais
Création de places en périscolaire, on en a fait énormément. On a aussi mis en place un certain nombre de dispositifs auprès des jeunes, comme le savoir nager, le savoir rouler à vélo. Enfin bon, je ne vais pas rentrer tout dans le détail, mais de gros moyens ont été mis sur ce volet-là. Ensuite, la petite enfance, plus 24%. Les places en crèche, alors je sais, il n'y en a jamais assez. Néanmoins, on a quand même augmenté de 24% notre budget depuis le début du mandat. La subvention à nos centres d'action sociale, le CCAS, on l'a doublé depuis le début du mandat. Il était clairement totalement insuffisant avant. Et en plus, on fait face à une augmentation de la pauvreté ces dernières années. Ensuite, plus 47%, le budget de tranquillité publique, de cohésion sociale, de police de proximité. Donc là, il y a eu des gros moyens qui ont été investis sur ce volet-là. Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, lutte contre les discriminations, plus 60%. Autant vous dire que c'était totalement insuffisant après. Et l'investissement, j'en ai déjà largement parlé. Donc c'est pour vous montrer les sujets sur lesquels on a mis des moyens considérables depuis le début de ce mandat. La traduction, c'est quelques exemples qu'on vous donne là. Ce n'est pas exhaustif, bien sûr, mais pour vous illustrer, parce que ça parle toujours plus quand on donne des exemples. Dans les plus 20% de enfance-jeunesse, il y a les repas des enfants à la cantine. On a fait un énorme travail pour améliorer la qualité des repas. On a plus de bio, plus de local, on est en train de supprimer toutes les barquettes plastiques, de remplacer tout par des bacs inox, parce qu'on sait que le plastique peut aussi passer dans les aliments. Donc là, l'illustration, c'est le bio à la cantine. On était à 34% en 2020, on est aujourd'hui à 66%. Les places en périscolaire, on a créé 1300 places depuis le début du mandat. C'est énorme. On nous dit toujours qu'il n'y en a jamais assez, mais en fait, on a créé tout ça et c'est énorme. Rue aux enfants, la mise en accessibilité des rues devant les écoles, on était à quasiment rien, 4, on est à 66. Les arceaux vélos, pareil, il n'y en a jamais assez. On a quasiment doublé le nombre d'arceaux vélos. Les arbres plantés, on était à 1600 par an, on est aujourd'hui à 10 000 par an. Les zones piétonnes, on a augmenté de quasiment 40% dans tous les espaces piétons en centre-ville. Les postes de policiers municipaux, on en a ouvert environ 10 par an, donc 50 depuis le début du mandat. Les caméras de vidéosurveillance, on a quasiment doublé. La mise en accessibilité des bâtiments dont je vous parlais, on n'en avait que 34 qui étaient accessibles, on en a aujourd'hui 158. Et l'autonomie énergétique, dont j'ai aussi un peu parlé, on était à 3%, moins de 3% d'autonomie énergétique. On est aujourd'hui à 30% et on va dépasser les 41% qu'on s'est fixé comme objectif 2026. L'autonomie énergétique, c'est toute la consommation d'énergie qui est sourcée localement. C'est ça ce qu'il y a derrière ce taux. Et vous voyez que la progression est considérable. Merci, Madame Bichet. Je vais vous donner la parole, Monsieur Blanc, pour présenter les projets qui ont eu lieu dans le quartier. Donc, si vous pouvez prendre une petite minute, 2 minutes maximum. Je vais aller très vite parce que je crois que vous connaissez parfaitement tout ce qui a été réalisé. Ce qui a été réalisé est terminé. Vous avez notamment l'accessibilité du jardin public que l'on a réalisé dès 2021 et on vous met le coût de réalisation, 1,9 million. La phase 1 du parc du Grand Parc, 4,5 millions. Nous avons terminé et nous avons entamé la phase 2 avec notamment la prairie sportive et ensuite la prairie nord que nous ferons l'année prochaine. Le skatepark des Chartrons pour 1 million d'euros. La piscine du Grand Parc a été complètement requalifiée, réhabilitée pour 5 millions d'euros. Le carrefour Tivoli-Rivière pour 600 000. Et nous avons terminé la transformation et la réhabilitation de l'école et crèche Montgolfier pour 13 millions d'euros. Donc tout ça montre que nous sommes présents dans le quartier sur tous les domaines, sur tout un tas de domaines, comme l'a dit Claudine, très variés, pour effectivement répondre aux attentes et aux nécessités des riverains. En ce qui concerne pour les projets qui vont sortir et que nous allons réaliser, la réhabilitation de l'escargot au Grand Parc, du centre d'animation pour 9,4 millions qui devrait être terminé en 2027, la mise aux normes pour 5 millions des gymnases GP1 et GP2 qui seront finis également en 2007, toujours au Grand Parc. Nous ferons également une ferme urbaine pour 900 000 euros au Grand Parc. Ça, c'est une première sur Bordeaux. C'est la première fois que nous avons créé une ferme urbaine pour améliorer la politique d'alimentation et pour sensibiliser à l'importance de l'alimentation des habitants.
Ensuite, ça vous le savez, la place du marché des Chartrons pour 1,6 million TTC, je précise bien TTC, la phase 2 et 3 du Grand Parc, j'en ai parlé tout à l'heure, et l'exemple d'une cour buissonnière, celle de l'école Stendhal qui se trouve un peu plus loin au Chartron Nord, pour 300 000 €. Voilà donc quelles sont les réalisations pour le quartier. On en oublie peut-être, puis toutes les rues, si vous voulez, qui au fur et à mesure, chaque année, nous avons un plan d'amélioration et de requalification des rues. À côté, nous avons requalifié notamment la rue Saint-Joseph. Enfin, je pourrais multiplier les exemples. Vous l'avez certainement vu dans votre entourage. Nous travaillons à chaque fois à l'amélioration de la circulation et à l'amélioration des rues de votre quartier. Merci, Monsieur Blanc. On va vous poser une dernière question et je redonnerai la parole à Madame Bichet pour conclure. Quel est, selon vous, le poids des collectivités dans la dette publique nationale? Est-ce que c'est 8%? On a une main qui se lève, 18%. Allez, 5, 6, 7, peut-être une petite dizaine de mains qui se lèvent et 28%. Ok, 3, 4 mains qui se lèvent. Alors, la bonne réponse, c'est 8%. Donc, la part des collectivités dans le déficit public national est très faible, 8%. C'est notre part d'endettement au final, puisque c'est le seul endroit où on peut être en déficit. 8% donc sur les 3 300 milliards de dettes de la France. Juste pour que vous gardiez cet ordre de grandeur en tête, en parallèle de ça, les collectivités publiques représentent 70% de l'investissement public national. Donc, avec cette très faible proportion d'endettement sur la totalité de la dette de l'État, on fournit 70% de l'investissement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est un peu en colère, et je pense qu'on doit tous l'être, quand l'État essaye d'éponger une partie de son déficit sur notre dos. Nous ne sommes clairement pas responsables de ce déficit, et nous contribuons aussi grandement à faire en sorte que les infrastructures et que l'ensemble des services publics fonctionnent. Donc on pense que nous ne sommes pas la bonne cible. J'espère que vous partagez ce constat. En tout cas, on se bat pour éviter que ce déficit national vienne impacter nos services publics ici en local. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va, donc, si vous le voulez bien, faire un échange tous ensemble. Une petite aparté, il fait très chaud. Donc la mairie met à disposition des verres avec des gobelets si vous avez soif. Hein, n'hésitez pas, bien évidemment. Voilà. Il faut s'hydrater avec cette chaleur. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Donc on va commencer par une série de 4 questions. Vous avez donc l'agent de la mairie de quartier qui est là, qui va faire passer le micro. Madame, s'il vous plaît. Merci de commencer. Marche, oui. Bonjour madame. Vous avez parlé des dépenses de la ville. Vous nous avez fait un tableau très clair, très explicatif sur les ressources et les recettes. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'évolution du taux d'endettement de la ville? Merci. Une deuxième question, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Hein. Non, on répond à cette question et on se lancera après pour la suite? Oui? Allez. Bon. Allez, donc si vous... Madame Bichet, si vous voulez... Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne parle pas vraiment en taux d'endettement, on parle en capacité de désendettement, donc le nombre d'années qu'il faut pour désendetter totalement la ville. C'est donc un des ratios qui est couramment suivi pour les collectivités. En tout début de mandat, la capacité de désendettement, enfin en 2019 même pour être précise, avant la crise Covid, était de 4 années. Elle est aujourd'hui de 6 années. Donc on a effectivement augmenté de 2 ans. Pour autant, comme je le disais aussi tout à l'heure, on est clairement dans un ratio qui est considéré en favorable, très favorable dans les zones de notation. Donc on a fait le choix, et c'est un choix conscient et assumé, d'augmenter l'investissement de la ville pour toutes les raisons que j'ai pu vous expliquer. Pour autant, nous le faisons aussi en conscience, en sachant que nous sommes toujours incapables de rembourser cette dette. Donc, comme je l'ai dit, la ville de Bordeaux a la capacité de rembourser la dette qu'elle a souscrite aujourd'hui et a donc cette capacité de pouvoir investir plus. Pourquoi s'en priver ?
Merci. Alors, madame, vous aviez donc une question? Vous ne répondez pas à ma question. Non, je vous demande quel est le montant de la dette de la ville de Bordeaux. Aujourd'hui, elle est de 350 millions d'euros. D'accord, merci. Et en 2020 ? J'ai plus le chiffre en tête, mais je vous ai expliqué en capacité Non, de désendettement. j'ai compris sur la capacité Oui. de désendettement. Mais vous avez donc augmenté la dette Oui, je l'ai très bien et dit. augmenté les impôts. Après, donc dans les prises Non, de pardon. Et augmenter les deux. C'était juste, c'était une remarque. Alors, tout à fait. On a augmenté la dette et j'ai expliqué pourquoi, pour une volonté forte d'investir et de pouvoir développer un certain nombre de services publics, notamment via les équipements qui sont nécessaires au fonctionnement d'une ville. Et effectivement, j'ai aussi expliqué que dans un contexte de choc financier successif qui n'était pas du tout prévu, que personne n'avait anticipé, on a effectivement fait le choix d'actionner le levier fiscal en 2023. Le taux a été augmenté de 4,5%, qui a permis de gagner 10 millions d'euros de recettes supplémentaires à la ville. Je remets en perspective les chocs que l'on a encaissés. On a encaissé 70 millions d'euros de chocs. On a augmenté pour 10 millions d'euros. Voilà. Et ça, le fait d'avoir fait ça nous a permis de maintenir l'ensemble des services publics, de les développer. Quand je vous dis 1300 places en périscolaire, quand je vous parle de multiplier par 2 le nombre de caméras de surveillance, c'est pour développer des services publics et pour pouvoir continuer à investir, puisque la ville en a impérativement besoin. Elle doit faire face à son augmentation de population, elle doit rénover l'ensemble de son patrimoine, elle doit s'adapter aux futurs chocs climatiques à venir. Merci. Une autre série de questions. Donc, madame, et ensuite, ce sera monsieur, s'il vous plaît. Peut-être m'étonner tout simplement que jamais la métropole n'est citée dans votre déclinaison financière, ou même monsieur Blanc dans les projets à venir, alors que c'est un acteur financier fort. Est-ce que c'est volontaire de votre part de la mettre de côté, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est secondaire ? Je dois me rappeler que quand même la métropole est très présente dans la vie des quartiers, dans les engagements, aménagements des places et des équipements sportifs et culturels. Vous pouvez m'en dire plus là-dessus ? Merci beaucoup. Monsieur, du coup, attendez, on va vous apporter le micro. Merci. Oui. Je ne sais pas si je suis bien, mais vous n'avez pas parlé du coût des transports publics. C'est de votre ressort ou c'est métropole ou c'est... Merci. Et donc, il y a une dame au fond, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aura une autre question après ? Ok. Bonsoir, messieurs, dames. Monsieur. Excusez-moi, c'est un serpent de mer ou de fleuve. Je vais encore vous demander de me préciser le chiffre des bateaux mastodontes là, qui viennent dans le port. Il est un peu plus de 50, un peu moins de 50. Alors, est-ce que vous pouvez me certifier ce chiffre et quelles sont les raisons de votre choix ? Parce que je sais que M. Urmic, M. Blanc n'étaient pas très favorables, mais comment peut-on en arriver à accepter ce genre de choses, ou est-ce que l'énergie de ces bateaux a baissé ? Je ne sais pas. Merci beaucoup. Par contre, si c'est possible de rester sur les sujets, et après on viendra un peu plus tard sur des sujets un peu plus généraux. Monsieur, et après on refera une petite série avec madame et on pourra conclure ce temps d'échange. Oui, bonsoir. Combien va nous coûter le stade Matmut ? Et est-ce qu'on ne fait pas trop de cadeaux aux Girondins ? D'accord, merci. On va prendre la dernière question et comme ça après, donc madame qui est juste là au fond, et on pourra passer ensuite au troisième temps. Oui, bonsoir. Sur les recettes, j'aurais souhaité connaître en fait le montant sur les taxes de séjour. Parce qu'on disait que le taxe d'habitation n'était plus payé, mais bon, il y a quand même les taxes de séjour. Et ma question, puisque j'habite les Chartrons depuis 2 ans, c'est est-ce que le montant de ces taxes de séjour couvre
les dégradations commises par tous les touristes qui viennent en pleine nuit ouvrir des boîtes à clés, créer des incivilités, du bruit. Voilà, donc je n'ai jamais vu autant de boîtes à clés dans ce quartier. Merci beaucoup. Il y a une enquête sur l'essentiel. J'aimerais savoir ce que vous souhaitez faire. D'accord, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si on a toutes les réponses ce soir. Donc, si besoin, ce sera complété par la suite. Il n'y a pas de problème, enfin, pas de souci. Même vous pouvez l'écrire sur les fiches contacts. Hein, n'hésitez pas. Et comme ça, la mairie de quartier pourra revenir vers vous plus en détail, avec plus de précision. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, justement, la question sur les transports me permet aussi de parler de Bordeaux Métropole. Il n'y a aucune volonté, au contraire, puisque nous sommes aussi élus à la métropole, de masquer ce que fait la métropole. Bien évidemment, la métropole a un rôle majeur sur l'ensemble des communes de son territoire. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on intervient chacun selon des périmètres d'intervention qui sont différents. Et le transport en est un, c'est tout ce qui est route, voirie principale, transport en commun, aménagement cyclable, c'est du ressort de la métropole. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas un gros budget mobilité à la ville. Nous, on a les arceaux vélos, par exemple, mais on n'a pas toutes ces grosses infrastructures et toutes ces grosses dépenses. Alors, la raison pour laquelle je n'ai pas présenté le budget de la métropole, c'est que je suis juste adjointe aux finances de la ville de Bordeaux et que l'idée, c'était effectivement de vous présenter le budget de la ville. À l'évidence, un certain nombre de choses comme les transports, les infrastructures, c'est des investissements métropolitains. Voilà, on a aussi... qu'est-ce que je peux donner comme autre exemple ? Selon le domaine d'intervention, on a effectivement des investissements de la métropole, les aménagements urbains, tous les nouveaux quartiers. C'est aussi une compétence qui appartient à Bordeaux Métropole. Alors, les autres questions sont effectivement aussi assez métropolitaines. Le stade Matmut, donc c'est effectivement aussi la métropole qui, du coup, maintenant, ça a été voté vendredi dernier, opérer en régie le stade. Que dire que de toute manière, il y a une situation à laquelle il fallait trouver une issue, que la gestion en régie en est une. Je veux dire, globalement, oui, ça aura un coût. En tout cas, l'idée, c'est quand même de pouvoir opérer ce stade et continuer à faire en sorte qu'il puisse aussi vivre et avoir des recettes. Donc, c'est aussi minimiser autant qu'on peut dans la situation actuelle le coût pour les contribuables de l'ensemble de la métropole. La taxe de séjour, alors j'ai plus exactement les chiffres en tête, j'ai en tête qu'elle a doublé depuis 2020, donc on a clairement une dynamique touristique qui est forte sur l'ensemble du territoire. On pourra vous redonner les chiffres plus précis si vous les souhaitez, mais effectivement on a... alors après, tout ce que finance directement la taxe de séjour, je suis d'ailleurs pas sûre que ce soit fléché. Je pense que ça tombe dans le pot commun qui est le budget de recettes de la métropole qui derrière peut décider de financer l'ensemble de ses dépenses. C'est pas une recette qui est fléchée vers une dépense particulière. Et sur les paquebots, alors je sais pas, c'était ça la question, non ? Oui, d'accord. Oui. Tout à fait. C'est pourquoi autant. Alors là, on est vraiment hors sujet finance parce que là, je dois dire que en plus, c'est vraiment tous les quais, c'est la gestion du grand port maritime. C'est même pas un champ d'intervention de la ville, donc on n'a pas de droit de décision direct en tant que ville. C'est le grand port qui l'a. Nous, ce qu'on a fait, c'est pouvoir faciliter le déploiement de l'électrification des pontons, de manière à ce que les bateaux puissent fonctionner sur l'électricité lorsqu'ils sont à quai et éviter d'utiliser d'autres moyens beaucoup plus polluants, des moteurs thermiques. Voilà, ça c'est notre champ d'intervention. Bien. Oui, il y a d'autres c'est questions. Bon. Est-ce qu'il y aurait... Oui, madame, une autre question. Merci. Oui, excusez-moi, je crois que je vais enfoncer le clou sur Bordeaux Métropole. Que fait-on quand nos poubelles ne sont plus vidées ? Ça n'est donc pas de votre ressort, mais Bordeaux Métropole ne répond pas. Est-ce que, éventuellement, vous pouvez intervenir ?
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget? Exactement. On reviendra sur des questions, on va dire, plus de quartier un peu plus tard. Non? Bon, merci. Une réponse? Ok. Bah, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vous souhaite bonne fin de conseil de quartier. Merci Bernard. Merci beaucoup Claudine. Je vais répondre à votre question effectivement sur les poubelles. Quand elles ne sont pas ramassées au niveau de la proximité de la mairie de Bordeaux, nous intervenons auprès des services de la métropole pour que ce soit rectifié. On est en train de mettre un plan d'action pour éviter des situations qui sont aujourd'hui connues et ciblées. On a effectivement ciblé un certain nombre de points où le ramassage des poubelles n'était pas fait de façon satisfaisante et nous allons faire en sorte effectivement, en partenariat avec vous et puis avec les services de la métropole, pour améliorer cela. Sur le budget, je vais me permettre quand même, merci beaucoup en tout cas Claudine de ta visite, et je crois que vous avez pu voir le travail que nous avons fait pendant toute la durée de ce mandat. Je rajouterai quand même un point qui me semble important, c'est que quand nous construisons, non seulement nous construisons pour que les Bordelais puissent avoir les structures nécessaires à leur vie quotidienne, des écoles, des gymnases, etc., mais aussi nous favorisons l'emploi local. Et ça, c'est très important aujourd'hui dans les difficultés économiques que nous rencontrons. Par notre investissement, nous favorisons, nous encourageons l'emploi public et notamment celui des PME régionales et locales. Nous favorisons effectivement ce dynamisme économique qui est indispensable à notre ville. Voilà, je me permettais de rajouter ça. Je vous laisse, Bertille. Oui, je vais prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur Blanc et Madame Bichet, pour cette présentation, et merci à vous tous également pour vos questions. On va passer sur la deuxième partie de ce conseil, qui est sur le sujet de la culture. Comme certains doivent le savoir, ce sujet a été choisi par les habitants. On vous envoie, pour tous ceux qui sont dans nos fichiers, un petit questionnaire avec différents sujets à choisir. Et donc, cette fois-ci, c'est pas souvent, et on est très content de pouvoir aborder ce sujet avec vous, c'est la culture qui est arrivée en tête, donc avec 35 voix. Et la jeunesse et la vie associative suivaient de près le sujet de la culture, peut-être pour des prochains conseils de quartier. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Bouteleux, adjoint au maire chargé de la création et des expressions culturelles, vous présenter la politique municipale culturelle. Bonsoir à toutes et tous. Je m'inscris également dans ce qui vient d'être dit. Merci d'avoir choisi la culture. C'est vrai que c'est un sujet qui est rarement pris par les habitants. Et pourtant, là aussi, je m'inscris dans ce que tu viens de dire, Bernard. Tous nos investissements en matière de culture, c'est à 100% de la redistribution. Ça fait travailler des artistes au quotidien, ça fait travailler des entreprises, ça fait travailler des gens qui restaurent nos bâtiments. Quasiment 100% de notre budget, de toute façon, c'est de la redistribution. En quelques mots, vous dire quels sont les grands axes de notre politique culturelle. Il y aura beaucoup de liens qui vont être faits entre ce qui a été dit sur le budget auparavant. Une de nos priorités, c'est de garantir à toutes et tous le droit de participer à la vie culturelle. Et ça, j'ai envie d'ajouter au quotidien. Parce qu'on a fait du quotidien une de nos priorités. C'est-à-dire, je vais vous parler tout à l'heure d'éducation artistique et culturelle. On a mis la jeunesse et l'éducation artistique comme une de nos priorités. Il y a il y a plus de 40% des habitants de la ville de Bordeaux qui ont moins de 30 ans. 40% des habitants ont moins de 30 ans. Vous imaginez un peu les enjeux qu'on a derrière en matière d'éducation des plus jeunes et de donner l'accès à la jeunesse en matière de culture. D'ailleurs, nous nous sommes saisis, nous sommes complètement emparés du dispositif Carte Jeune auquel nous avons fait adhérer les 28 communes de la métropole. Aujourd'hui, ce sont tous les jeunes de la métropole qui peuvent avoir accès à la carte jeune, qui a un volet informatif et des réductions et parfois des gratuités dans la plupart de nos établissements. Mettre l'art et la culture au cœur de la transformation urbaine avec l'objectif de développer dans chaque quartier des lieux culturels de proximité. Qu'est-ce qu'un lieu culturel de proximité ? C'est un lieu qui est clairement identifié par la population comme un lieu ressource, qui permet de déployer une proximité culturelle. Ça peut aussi être des bureaux associatifs culturels. Je vous parlerai tout à l'heure on va faire un focus sur la salle des fêtes tout à l'heure, mais je vous invite aussi demain à la crémaillère de la Maison Marandon à Nansouty, une maison qui nous a été léguée
par Madame Marandon, qui était écrivaine et féministe, et nous en avons fait un haut lieu qui va devenir un haut lieu culturel. On l'ouvre demain, nous vous y invitons toutes et tous. Et puis bien évidemment, il y a tout un volet d'accompagnement sur tout ce que nous déployons sur l'espace public, avec une doctrine et des règles partagées. Vraiment, l'espace public, je pense qu'on peut faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure par Claudine. Nous sommes une ville du Sud, on va être amené à partager l'espace public de plus en plus, à y vivre peut-être plus longtemps parce que les périodes estivales s'allongent. En tout cas, il y a un véritable enjeu à accompagner la culture sur l'espace public. Et puis, une priorité, soutenir et accompagner dans un environnement propice à la création, avec le renforcement du soutien aux associations culturelles. Depuis le début du mandat, on a augmenté les subventions de 1,2 million. C'est-à-dire, voilà, donc, chaque année, il y a 1,2 million qui est mis en plus aux associations culturelles. Certaines partaient de très bas, donc c'est aussi une remise à niveau que nous opérons depuis le début de ce mandat. Et puis, vous parlez de la mise en place du fonds de soutien à l'émergence et à l'expérimentation. C'est environ 330 000 € qui sont développés chaque année pour justement être le premier coup de pouce aux associations qui créent leurs premiers projets. L'éducation artistique et culturelle, j'en ai parlé tout à l'heure. Vraiment, ça, c'est un de nos objectifs prioritaires. Et alors, ça se développe à travers divers programmes. Nous sommes la plus grande ville de France à être labellisée 100% EAC, éducation artistique et culturelle. C'est une double labellisation, c'est le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale qui se sont accordés pour nous attribuer ce label. Et je voudrais juste faire un focus sur notre programme parrainage-marrainage, c'est-à-dire que pendant 2 ans, des artistes, des établissements culturels municipaux s'engagent à devenir les parrains ou les marraines d'un groupe scolaire. C'est doté par la ville, et en tout cas, vous voyez, là, vous avez une cartographie sur votre quartier des groupes scolaires qui sont parrainés, marrainés. Donc, vous avez les promotions 23-25, 24-26, 25-27. Parfois, vous voyez, c'est le CAPC directement qui va à l'école maternelle Paul Berthelot, ou alors ce sont des artistes indépendants ou des associations comme Alif, par exemple, qui suivent les groupes scolaires. Et puis des résidences. Donc il y a parrainage, marrainage et résidence. Résidence, c'est carrément les artistes à l'école qui, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, développent des projets avec les élèves. On accélère un petit peu. Allez, un petit focus sur ce qui va venir dans votre quartier dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Ça a été dit tout à l'heure, c'est la première fois on a eu l'idée d'une fête de la musique pour les enfants au Parc Rivière. Donc c'est une fête de la musique consacrée aux enfants, comme ça se dit dans le titre, avec une programmation qui commencera dès 14h au Parc Rivière, avec des spectacles, des ateliers, et puis un certain nombre d'artistes ou de collectifs que nous ferons intervenir, et l'orchestre d'harmonie de Bordeaux qui donnera un concert très éclectique autour de ABBA et de plein d'autres choses pour les enfants. Les ricochets sonores qui animera ça avec eux. Alors là, retenez bien cette soirée, donc la fête de la musique pour les enfants, et c'est le même jour au Jardin Public pour la 4e édition du festival Pulsation, un festival initié par le chef d'orchestre Raphaël Pichon, que nous avons la chance d'avoir en résidence à Bordeaux depuis 2021. Il nous a proposé cette année, dans le cadre de son festival, un concert gratuit, ouvert, au Jardin Public autour de Mozart. Donc là, réservez votre soirée, ça va être un grand moment. Ça fait pas mal de temps qu'on n'avait pas donné de grandes formes au Jardin Public et ça va être, je pense, mémorable. Vous pouvez enchaîner les deux, vous pouvez aussi prendre les enfants. Et là, c'est en soirée. Ce sera à 19h. La salle des fêtes, peut-être que j'invite Laura Chancelet, qui fait partie d'une équipe, l'équipe de la salle des fêtes du Grand Parc. On a la chance d'avoir des agents à la ville de Bordeaux qui sont absolument fantastiques. Et j'ai la chance dans mon équipe d'avoir celle de la salle des fêtes du Grand Parc qui anime ce lieu avec brio et qui mène une mission de service public absolument incroyable. Donc, je te laisse la parole, tu nous fais un petit focus. Bonjour à tout le monde, alors moi je suis agent territorial, je travaille à la salle des fêtes de Bordeaux Grand Parc depuis l'ouverture, depuis 7 ans. Je connais quelques visages ici.
Juste pour revenir, donc, la salle des fêtes, c'est un lieu ressource pour les lieux culturels de proximité. On a parlé de la Maison Marandon, mais c'est vrai que du coup, le premier lieu de proximité, c'est la salle des fêtes de Bordeaux Grand Parc. Quelques actions qui sont faites sur le quartier, donc c'est le comité des jeunes, donc c'est impliquer les jeunes dans la vie culturelle du quartier, c'est une création de 2024. On fait également du coup le festival Un été au Grand Parc avec plus de 30 partenaires, donc c'est la 6e édition, du 2 au 18 juillet, tous les mercredis, jeudis, vendredis, du cirque, du théâtre, de la danse, MC2A qui est ici présent. Voilà, donc on a beaucoup de partenaires, j'ai des petits programmes si vous voulez à la fin pour les récupérer. On fait donc aussi beaucoup d'EAC, donc des projets avec les écoles. Cette année, l'école qui sera choisie, c'est l'école Condorcet, donc pour le marrainage. Donc voilà, toutes les classes viennent plusieurs fois à la salle des fêtes, mais nous venons aussi avec des artistes dans les écoles. Donc c'est vraiment très très important dès le plus jeune âge. Mais aussi l'EAC se passe aussi avec les structures seniors durant toute l'année. Et on travaille avec plusieurs structures seniors et publics seniors du quartier également. Il y a une création du boom interquartier, structure Bordeaux-Nord, Saint-Louis et Grand Parc, qui aura lieu en janvier, pareil, avec une structure interquartier, donc avec d'autres structures de tous les quartiers pour les jeunes. Voilà. Et sur plusieurs projets, on travaille aussi avec la direction de la prévention et de la promotion de la santé, avec la direction Génération Senior et Autonomie. Voilà, on essaie de travailler avec tout le monde, on est vraiment ancré sur le territoire et je remarque des visages. Voilà, c'était un instant. Et n'hésitez pas, j'ai plein de programmes à la sortie. J'espère vous voir nombreux, on va bien s'amuser cet été. Sur la saison ? Ah oui, on a le lancement de saison, j'avais pas vu, excusez-moi, cette slide. Lancement de saison, mais tous les ans, on a le plaisir de faire une coproduction avec Bordeaux Chanson et qui invite des artistes donc locaux à venir réinterpréter des artistes généralement plus trop de ce monde cette année. Du coup, ça sera France Gall, donc tout le répertoire de France Gall. Mais il faut savoir que nous présentons le lancement de saison, donc la programmation annuelle. Cette année, on vous prépare une belle surprise. J'en dis pas plus, vous viendrez le 26 septembre. Merci Laura. C'est vrai que la salle des fêtes, c'est un lieu où vous travaillez avec tout le monde, même de plus en plus avec l'opéra. L'opéra qui se rend assez régulièrement à la salle des fêtes du Grand Parc. Peut-être pour vous dire aussi que j'ai la chance de présider l'Opéra national de Bordeaux, qui représente la moitié du budget des actions culturelles de la ville de Bordeaux. C'est un choix que nous avons fait de renforcer cet opéra qui aujourd'hui, à l'échelle nationale, européenne, voire internationale, est en train d'être reconnu pour avoir opéré une mue très intéressante autour de son ouverture citoyenne et de l'écologie. Donc on n'en est pas peu fiers. C'est aussi une très belle maison. Un petit focus sur les établissements qui sont dans le quartier. Et là aussi, en termes de programmation, je ne sais pas si vous avez découvert l'exposition Pollen qui se tient au CAPC. Alors non pas dans la nef en ce moment, mais dans les coursives et les espaces annexes. C'est une exposition sur la relation entre certains artistes et la nature. Elle est très bien. Franchement, c'est une très bonne exposition. Et bientôt, le jeudi 3, du coup, la nef va être réinvestie avec l'invention du quotidien, au CAPC toujours. Sur la bibliothèque, on n'a pas parlé des bibliothèques tout à l'heure. Il me semble que c'est important de parler des bibliothèques. Nous, nos établissements culturels municipaux, notre paysage, on va dire, il est composé de nos 5 musées, mais également de nos 9 bibliothèques. C'est à peu près 750 agents qui travaillent pour la ville de Bordeaux pour faire vivre la culture auprès de vous au quotidien. Et les bibliothèques, c'est vraiment un étendard très puissant de notre politique. Alors, il y a régulièrement des concerts, des cafés littéraires, des lectures qui vous sont proposées dans les bibliothèques. Moi, je tiens à les remercier pour leur esprit d'initiative. C'est vraiment des agents qui sont très au contact de vous, des habitants et des habitantes, et qui savent nous proposer des trucs, des projets vraiment en adéquation avec vos attentes. Au muséum, jusqu'au 9 novembre, Migration du Vivant. Alors, Migration du Vivant, je tiens à le préciser, au muséum et au jardin botanique, puisque nous avons décidé de rapprocher en fait, les 2 établissements qui étaient les étendards de la culture scientifique
le muséum et le jardin botanique Rive Droite. Au jardin botanique Rive Droite, en ce moment, c'est Collector, c'est la 3e édition de Collector, avec des collectionneurs de la région qui nous font l'honneur de nous prêter pour un été des œuvres absolument prodigieuses. Et vous avez peut-être lu dans la presse Les femmes au perroquet de Fernand Léger qui nous sont prêtées pour 3 ans. Un Fernand Léger, un bronze, un soubassement absolument magnifique qui sera au jardin botanique Rive Droite pour 3 ans. À partir du 5 juin, donc ça a déjà commencé, Orang-Outan, l'homme de la forêt, donc une exposition autour de ce primate avec comme figure centrale de l'exposition un orang-outan qui est décédé pendant les incendies de 2023 au zoo de la Teste, je crois. Est-ce qu'il y a un zoo à la Teste? Non. Enfin, oui, c'est ça. Donc c'est bien à la Teste. Donc il est mort pendant les incendies et du coup le zoo nous en a fait don et je l'ai vu. La taxidermie est incroyable. Donc là aussi, une occasion d'aller voir au jardin botanique, puisque vraiment c'est une vigie, hein, vous savez, de la biodiversité, ces espèces qui, lorsqu'elles s'effondrent, en fait, sont un signal très alarmant de ce qu'elles entraînent comme perte de biodiversité autour d'elles. Et sur les grilles du jardin botanique, vous l'avez peut-être remarqué depuis quelques temps, maintenant ce sont des expositions qui sont en lien entre art et écologie. C'était très bien ce qui se passait avant sur les grilles du jardin botanique, du jardin public, pardon. C'est pas un souci, mais on trouvait qu'il y avait un manque de cohérence et de lisibilité. Parfois, on passait vraiment de sujets qui étaient très éloignés. Donc, du coup, on a aujourd'hui une ligne éditoriale qui est art et écologie, avec un jury qui nous permet de développer ces expositions. Et la prochaine sera dans le cadre de Gribouillis en septembre. Ici, la Halle des Chartrons, donc c'est un de ces espaces culturels de proximité. Tout à l'heure, on a parlé du marché de la poésie, mais il se passe plein de choses, vraiment plein de choses ici à la Halle des Chartrons. Un nouveau fonctionnement que nous avons souhaité. Alors déjà, un fonctionnement avec le maire de quartier, hein, qui aujourd'hui est celui qui est le plus en contact avec les associations du quartier. Bernard et moi, Bernard me fait remonter régulièrement en fait, des rencontres ou des envies de projets ici au sein de la halle et on essaye de les intégrer le mieux possible à un calendrier extrêmement chargé. Certains espaces culturels municipaux sont proches du 95 voire du 98% de taux de remplissage à l'année. Autant vous dire que quand une exposition ou quand une association s'en va, l'autre arrive. C'est vraiment là aussi pour les équipes de la ville un challenge d'organiser tout ça. Les prochains rendez-vous ici, le Gyrophare dans le cadre du mois des fiertés du 26 au 29, l'exposition collectif du collectif qui coule de source au mois d'août, 11 au 17, et puis l'exposition de l'association Kintribé, l'âme entre les lignes, là aussi 24-28 septembre. Slow Bread Festival sur le pain et les céréales qui se tiendra dans le cadre du festival Bon, dont le maire tient beaucoup à ce festival autour du goût, du bien vivre et du bien manger au mois d'octobre. Et ensuite, Restons calmes le 29 octobre au 1er novembre. Voilà. Merci beaucoup, Dimitri. Merci à vous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dimitri. Bertille? Merci, Monsieur Bouteleux. Ce que je vous propose, c'est de repasser à un temps de mise en dialogue. Je vais prendre d'abord 5 questions, laisser les élus répondre, et voilà, on fera par salve de questions. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vois Madame qui a une question. Est-ce que... Très bien. Mes collègues de la mairie de quartier, juste derrière vous, vont vous donner le micro. Merci beaucoup. Voilà, ma question serait au sujet culturel, très culturel, qui sont les religions du monde. En fait, à Bordeaux, nous n'avons pas de lieu qui représente les religions du monde, avec leurs origines, les situations. Et je trouve ça très intéressant et très culturel d'en parler. Et il serait vraiment formidable d'avoir un lieu qui explique un peu toutes les religions du monde, quoi. Voilà, merci. Merci, Madame. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois des bras qui se lèvent. Là, Madame, juste au milieu. Oui, bonsoir. Tout d'abord, félicitations pour la politique culturelle du quartier et de la ville en général. Je crois qu'on ne félicite pas assez. Donc, j'ai
en tant que littéraire, une seule question. Est-ce que on pourrait développer, par exemple, la visibilité de tous nos théâtres? On a beaucoup de théâtres à Bordeaux. La visibilité des festivals littéraires, là, on a peut-être une petite lacune. Donc, peut-être des pistes d'exploration dans ces domaines. Merci, madame. Alors, il y avait une question par ici, une question là-bas. Je vous laisse. Oui, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de cinéma en plein air à Bordeaux l'été? D'accord, merci. Juste derrière vous, il y a monsieur qui a une question. Oui, bonsoir. Je voulais vous demander, j'ai rien vu sur le street art à Bordeaux, et pourtant on est dans le quartier où l'association Le Mur développe une action assez innovante en la matière, en lien avec les écoles du quartier notamment. Donc j'aurais aimé savoir un petit peu quelle place vous accordez donc au street art à Bordeaux, qui est un art de rue qui se développe fortement, et à Bordeaux notamment. Merci. Alors, il y avait une question d'une dame ici, et puis après, on vous laissera répondre et on reprendra des questions. Oui, bonsoir. Savoir s'il y avait un projet sur le temple des Chartrons. Il y avait une très belle exposition et depuis, plus rien. Voilà, merci. Merci. Alors, est-ce que vous souhaitez répondre? Est-ce que vous avez réussi à prendre note un petit peu de chaque question? Sinon, on peut aussi vous les rappeler, si besoin. Sur les religions du monde, c'est une bonne idée. Bien évidemment, c'est une bonne idée. Je pense que c'est une idée qui peut se creuser, qui peut se développer. Je pense peut-être commencer par une association qui ferait vivre le sujet. Je pense que beaucoup d'associations œuvrent déjà, j'ai envie de dire, chacun de leur côté. Et là, ce que vous proposez, c'est quelque chose d'œcuménique, quelque chose d'universel. Et en effet, je pense que compte tenu du contexte international aujourd'hui, ce serait intéressant. Peut-être commencer par une première exposition. Parce que la question des lieux, toutes les semaines, je rencontre des acteurs culturels qui me demandent est-ce qu'on n'a pas un lieu, est-ce qu'on n'a pas une maison, est-ce qu'on n'a pas une salle et tout. Alors déjà, Claudine l'a dit, on a un patrimoine déjà qui est de 500 bâtiments, mais ça suppose... Enfin, c'est énorme, 500 bâtiments, et en même temps, c'est pas assez pour tout ce qu'on a à y mettre. Et en fait, on n'a pas beaucoup de patrimoine à consacrer. Donc, on y travaille, on restaure du patrimoine. Comme je disais, la maison Marandon, des choses comme ça, on rouvre des lieux assez régulièrement. Mais bon, voilà, on pourra en reparler si vous voulez tout à l'heure, volontiers. Sur les théâtres, vous êtes un quartier, c'est vrai, où il y a un certain nombre de théâtres privés ou associatifs. C'est vrai que moi, avec ma casquette d'adjoint à la culture, je m'occupe plutôt du TNBA ou des institutions qui sont cofinancées par la ville, l'État, la région, etc. Mais vous avez raison qu'il faudrait trouver un moyen de leur donner plus de visibilité. Alors, je reprends le cas du marché de la poésie. C'est vrai qu'à travers des manifestations ou des associations comme la Poésie ont décidé ici de créer un événement, j'ai envie de dire, fédérateur autour d'un champ finalement assez pluridisciplinaire. Ils sont beaucoup à faire de la poésie sur la métropole. C'est important que vous puissiez vous donner vous-même de la visibilité. Et donc, pourquoi pas imaginer ici ou ailleurs, quelque part, quelque chose qui serait consacré à la question du théâtre. Pourquoi pas? Bernard me disait, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses à Bordeaux et on a cette difficulté, mais comme la majorité des grandes villes où il se passe pas mal de choses, de faire savoir ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez observé la transformation du site internet de la ville de Bordeaux. Voilà, donc il y a un agenda culturel qu'on essaye de tenir, ou que vous pouvez vous-même envoyer des informations à l'adresse pour qu'il soit bien renseigné. En tout cas, c'est vrai que savoir ce qui se passe ce soir dans une ville, c'est un enjeu important. Sur le street art, oui, il se passe beaucoup de choses sur le street art. Il y a même eu récemment une exposition majeure à l'espace Saint-Rémy autour du Mimile. L'artiste Célor, qui a eu un vrai succès. Et non, on fait beaucoup de choses autour du street art. Je peux vous l'assurer, l'année dernière, c'était il y a un an, au moment des élections européennes et législatives ensuite, où on a profité des palissades sur la mairie pour faire intervenir un artiste d'Équateur qui a peint
liberté, égalité, fraternité. Le maire y est particulièrement sensible et c'est vrai qu'on a un écosystème du street art sur la métropole qui est particulièrement riche. Le temple des Chartrons, c'est un sujet qui est régulièrement évoqué. Alors on a des sujets sur le temple des Chartrons. Le premier sujet, c'est qu'il sera difficilement classable en espace recevant du public, puisque pour pouvoir recevoir du public, il faudrait qu'on puisse percer une autre sortie, une autre entrée dessus. Et actuellement, le seul endroit pour pouvoir percer une sortie serait dans le parking souterrain qui donne à l'arrière. Donc il y a un aspect très technique à ça. Et puis on a découvert qu'il y avait un verre qui était en train de s'occuper méticuleusement de la charpente. Donc voilà, donc on va lancer un plan de rénovation sur le couvert du temple avant de pouvoir imaginer des vocations à l'intérieur. Il est urgent qu'il cesse de se dégrader. Il y avait une dernière question sur le cinéma plein air. Pardon. Très bien joué. Cinéma plein air, je vous invite à Bleu Nuit. Donc c'est l'événement du FIFIB qui, une fois par an, pendant l'été, vous fait découvrir les têtes d'affiche du Festival de Cannes, en particulier cette année. Donc il y aura des films en exclusivité du Festival de Cannes. Ça se tient au sein du collège Fieffé à Nansouty. C'est ça, hein, toujours cette année. Et puis, il y en a au Grand Parc également. Il y a le Ciné-Club. Alors, c'est dans la salle des fêtes, mais non, à l'extérieur. Oui, vous avez 2 séances, je crois, 2 séances cet été, voire 3, derrière le centre social. C'est l'association GP Intensité qui est rattachée au centre social, qui organise 3 soirées. Et on essaye effectivement, vous avez raison, c'est très populaire et très apprécié de l'ensemble des habitants. Et c'est quelque chose que l'on veut effectivement essayer encore de développer. Voilà. Merci pour vos réponses. Il y avait d'autres questions. Il y en avait une ici, une là-bas. Est-ce que vous avez toujours une question ? Donc, bonsoir, monsieur, madame. Et ma question, en fait, c'est sur le budget de la culture et le budget, par exemple, de la démocratie permanente. Et est-ce qu'il y a une possibilité, parce que la démocratie permanente, si j'ai bien noté, c'est 70 € par habitant, et le budget de la culture, 351 € par habitant. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité dans le budget de la culture de faire des actions, des ateliers sur démocratie, et par exemple à travers les bibliothèques? Est-ce qu'il y a une possibilité? C'est déjà fait? Il y a des projets? Voilà, c'est ça ma question. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Alors, monsieur, il me semblait qu'il y avait une dame qui ne s'était pas encore exprimée, mais je vois plus de mains qui se lèvent, donc allez-y, monsieur. C'était juste une information concernant l'association Esprit de Quartier qui organise, par rapport au cinéma de plein air, une projection le 13 septembre, place Saint-Martial, en partenariat avec l'US Chartrons. Donc la programmation n'est pas encore connue, mais en tout cas l'info, je peux vous la communiquer. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, madame ici, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Donc, allez-y. Je voudrais parler du dîner de quartier qui a lieu en septembre. Moi, j'habite sur une petite place, la place Mitchell, pour ne pas la nommer. Et l'année dernière, on a voulu organiser le dîner de quartier. Les conditions étaient tellement compliquées, puisque les tables et les bancs étaient livrés 3 jours avant et récupérés 2 jours après, que ça évite de pouvoir le faire, puisqu'on ne peut pas stocker le matériel. Donc ça serait un petit peu dommage de ne pas relancer ce genre d'activité. L'année dernière, je crois qu'il y avait eu 100 pique-niques, qui est quand même peut-être un peu beaucoup, peut-être en faire moins, mais les faire mieux, parce que Place Mitchell, il y a très très peu de manifestations culturelles, et c'était vraiment un moment pour créer du lien entre les habitants, et c'est un peu dommage que ça n'a pas été possible. Merci. Alors, il y a une autre question devant. Voilà, moi, ma question, enfin, c'est pas vraiment une question. Je pensais à la fête d'Halloween, cette fête de la citrouille qui représente une grande fête pour toute la France, en fait. Hein. Tout le monde fête la citrouille. Et je me disais, pourquoi pas organiser à Bordeaux une grande fête de la citrouille où on planterait des citrouilles dans les écoles, dans certains jardins.
Ces citrouilles pourraient bénéficier d'ailleurs, être mangées par la suite par les enfants, créer une fête de la citrouille à Bordeaux. Voilà, merci. Merci madame. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donner la parole aux élus. C'est le moment, s'il y a une question de fin. Donc, je vais vous laisser la parole, monsieur Bouteloup. On va conclure assez vite, je crois que tout le monde est assez chaud. Je veux juste faire un retour en arrière sur le street art et remercier Pierre Le Carroze et la Galerie Magnétique, parce que tout à l'heure, vous l'avez mentionné, Pierre et son projet Le Mur. Et c'est vrai que Pierre, aujourd'hui, avec son association, il fait vraiment figure de référence. Il a vraiment un réseau international dont il fait profiter la ville. Et grâce à lui, on a accès à des artistes internationaux qui viennent s'exprimer à Bordeaux. Sur la démocratie permanente, oui, peut-être vous informer qu'il y a des choses qui sont faites par nos établissements culturels, et en particulier quelque chose qui me vient en tête, c'est la Fabrique du citoyen, qui est organisée tous les ans par nos bibliothèques. Et justement, c'est un temps fort de nos bibliothèques, un temps fort autour de la réflexion sur un sujet. L'année dernière, c'était sur l'amour, je crois. Plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment un moment qui nous convie toutes et tous à la réflexion sur le bien commun et sur des sujets de société. Esprit de quartier, merci pour l'information. Et puis, Place Michel, je te passe la parole sur la logistique. Oui, c'est vous, madame. Oui, concernant la logistique pour les repas de quartier, je vérifierai, mais il me semble bien qu'ils sont portés le jour même. Alors peut-être pas, là, il y a peut-être eu un... Oui, il y a peut-être eu un raté. C'est toujours possible quand on organise plus de 100 repas de quartier, il peut y avoir un certain nombre de difficultés. Mais je vérifierai, on vérifiera, madame, que pour le mois de septembre, c'est ça, vous souhaitez en organiser un, qu'il n'y ait pas de difficulté ce coup-ci. Et n'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous constatez à nouveau ce type de désagrément que vous avez subi l'année dernière. Voilà, écoute, sur la fête de la citrouille... Écoutez, oui, tiens, voilà, il va y avoir une ferme urbaine que nous allons créer au Grand Parc avec des jardins partagés. Je vous invite effectivement à organiser, dans le cadre de ce très bel outil, très pédagogique, un thème de la citrouille. Je crois que c'est le dernier week-end d'octobre, à ce moment-là, de pouvoir effectivement faire avec l'association le BE, la Fourmilière, qui sera en charge effectivement du fonctionnement de cette ferme urbaine. Voilà, je me permets de vous suggérer cette proposition. Voilà, écoutez, moi je suis prêt à répondre si vous voulez poser des questions plus diverses et variées. On a parlé de propreté, on a parlé beaucoup de culture et d'argent et de budget. Je voudrais vraiment excuser monsieur le maire de Bordeaux qui finalement n'a pas pu venir. Vous savez, en ce moment, les temps sont un petit peu compliqués et difficiles et il est vraiment désolé de ne pas avoir pu communiquer avec vous et ne pas avoir pu également échanger et répondre aux questions, aux suggestions que vous souhaitez lui soumettre. Mais on est prêt, bien évidemment, Claudine est là, avec Dimitri et moi. Soit vous voulez poser une question maintenant, soit on va boire un verre. Et on est bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Voilà, comme vous voulez. Madame, vous voulez poser une question ? On va vous passer un micro, et puis après, si vous êtes d'accord, comme il fait quand même un peu chaud, on ira boire un verre. Je voudrais poser une question sur la propreté du quartier et sur toutes les herbes. Je prends l'exemple de la rue du Jardin Public, qui est quand même dans un état assez déplorable. Et toutes les herbes qui poussent, qui sont des herbes sauvages, je suis pour le jasmin, le chèvrefeuille, la rose trémière, mais là, vraiment, c'est pas très très joli. Et d'autre part, aussi sur les toilettes dans Bordeaux, qui est quand même un gros problème, toilettes publiques. Merci madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle pour monsieur Blanc ? On peut en prendre 2 ou 3, après on vous laissera les poser lors du temps. Mais voilà. On va prendre les 3 questions. On prend les 3 questions et puis on va arrêter. Oui, tant qu'on est sur la propreté, je voulais parler également des déjections canines qui sont des fois un parcours du combattant qu'on emprunte nos trottoirs. Et je voulais savoir s'il était possible de sensibiliser nos maîtres pour veiller aux chiens qui fassent leurs besoins ou qui les ramassent, tout simplement, quoi. Merci. Madame, oui. Pourquoi les poubelles jaunes ne sont jamais lavées ?
la métropole lave les poubelles noires, mais les poubelles jaunes ne sont jamais lavées. Donc voilà. Et pour les déjections canines, puisque moi j'ai un chien, il faudrait un petit peu plus de surveillance. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas mettre un agent derrière chaque personne, mais il y a un système qui marche bien, je ne sais plus dans quelle ville. Il y a des agents qui se promènent et qui, quand ils voient une personne avec un chien, lui demandent si cette personne elle a des poches pour ramasser. Si elle a des poches, pas de problème. Si elle n'en a pas, il lui colle une amende. Et je pense que ça pourrait être mis en place, parce que c'est vrai que moi, souvent, je reprends des gens qui ne ramassent pas, et si vous leur dites, vous vous faites en plus remettre à votre place. Merci Voilà. à vous pour vos 3 questions sur la propreté. Sur- Je vais proposer à M. Blanc de répondre. Donc sur ces questions qui sont importantes, conclure. les questions de la propreté, bien évidemment, vous avez raison de les poser. En ce qui concerne les feuilles, entendons bien, vous avez le droit à végétaliser, ça c'est différent, mais en ce qui concerne les herbes qui poussent devant les maisons, c'est aux propriétaires de ces maisons de les enlever. Ce n'est pas à la ville. Nous, on le fait devant les espaces publics ou devant le parc Rivière, enfin voilà. Mais devant les résidences individuelles des habitants, c'est à eux, effectivement, d'enlever ces herbes qui poussent de façon... Alors, je vous assure. Ensuite, bon, il y a effectivement du jasmin, tout ça, qui quand même contribue à l'embellissement de la ville. Je pense que vous en serez d'accord. En ce qui concerne les phénomènes de poubelles, je vous rappelle qu'il y a une obligation de rentrer les poubelles, quoi. Chacun doit rentrer ses poubelles après que le passage des services de la collecte se soit réalisé. Donc nous faisons en ce moment, et nous allons entamer un certain nombre d'opérations. On a fait une au Chartron dernièrement qui était plutôt appréciée. Des opérations de sensibilisation, de rappel du règlement, quitte ensuite à passer à des opérations plus contraignantes qui peuvent passer effectivement vers des verbalisations ou des choses comme ça. Mais nous travaillons et nous allons le faire de plus en plus. Nous avons monté effectivement un plan d'action en repérant, comme je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre d'endroits où il y a manifestement des incivilités parce que les poubelles sont accumulées, les poubelles ne sont pas ramassées, etc. Nous avons repéré ces endroits-là et nous allons faire en sorte de trouver une solution avec les services de la métropole, les services de la collecte et les services de la proximité. Et je pense que nous arriverons peut-être petit à petit à un résultat sur ces questions-là. Mais vous admettrez, c'est aussi beaucoup d'incivilités, beaucoup de personnes qui ne respectent pas le règlement, qui ne respectent pas les règles élémentaires de vivre ensemble. Les déjections canines, oui, les déjections canines, à un moment donné, ça allait mieux. Il faut quand même le reconnaître. Et puis là, on sent en ce moment qu'effectivement, on en trouve un peu plus, quoi, ce qui est particulièrement désagréable et très simple. Il faudra. On a fait des campagnes de sensibilisation à ces questions-là. Je pense que vous avez raison, il faudra qu'on en fasse. Et puis à un moment donné, effectivement, que la police municipale ou la brigade d'incivilité que nous avons créée puisse effectivement rappeler le règlement, voire sanctionner si on ne peut pas faire autrement. Mais ça, c'est l'éternel problème. Il faut toujours faire des piqûres de rappel. On sent effectivement que les choses s'améliorent. Et puis après, au fur et à mesure, la discipline, si je puis dire, se distend. Et puis, il faut faire, comme vous l'avez dit vous-même, à nouveau des campagnes de sensibilisation sur ces questions-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ce n'est pas une réponse de circonstance, mais nous avons la volonté sur les questions de propreté vraiment de répondre à vos attentes et de mettre en place un plan qui réponde effectivement à une amélioration des choses. Mais ça passera par la rentrée des bacs et par cette civilité minimale qui est de répondre à cette exigence de rentrer chacun les bacs de collecte après le passage des services de la métropole. Merci, Bon, merci beaucoup. Je vous propose, si jamais vous avez d'autres questions, de rester. On va passer un petit temps convivial. Il fait chaud en plus, donc vous avez à boire juste derrière vous. N'hésitez pas et merci beaucoup à vous tous pour votre attention.